Salut la France, salut les Antilles, salut la Martinique. Alors, premier live pour parler de la respiration. Alors, petit moment technique où on me suggère d'informer les followers euh, de se joindre à la vidéo. Voilà, hop, on va faire coucou. Donc les lives, c'est parti. Je vais essayer d'en faire au moins un dans la semaine, voire deux, des lives qui vont pas être très longs. J'ai pas envie de passer trop de temps parce que la respiration, c'est quand même quelque chose d'assez intime et d'assez important. Donc forcément, on touche rapidement des structures émotionnelles quand on parle de ça. Donc pour que chacun et chacune puisse intégrer ce que je dis à son rythme, ça sert à rien de faire des prises de parole trop longues. Ou alors, il faut venir à mes conférences, il faut venir aux ateliers, parce que là, il y a aussi de la pratique. Et là, à la limite, ça marche. Donc, salut Nico, salut Kevin, salut tout le monde. Sans perdre de temps, et pour continuer d'introduire, si vous avez des questions pendant le live, moi, je peux voir les éléments, donc et je peux y répondre. Donc, comme là, on va parler donc, des enjeux, pour commencer, de la respiration nasale au niveau simplement de la santé. On va parler du plan immunitaire, on va parler du plan inflammatoire, on va parler du plan du sommeil et on va parler sur le plan neurologique. Ensuite, on va parler un peu respiration et effort. Et voilà, on pourra aborder la question du maintien du métabolisme aérobie, c'est-à-dire comment je fais pour être endurant. Et on va parler souplesse et à quel point aussi les hormones sont importantes quand on fait de l'effort, ou en tout cas quand on pratique une activité physique, que ce soit juste d'un point de vue purement bien-être, sans compétition, ou encore si on veut faire de la pratique sportive avec de la compète. Et puis on finira pour parler un petit peu plus social, relation, et en fait, quel est l'enjeu finalement de respirer si je vous dis, ouais, mais si tu respires par le nez, c'est possible que ta relation avec les autres s'améliore. Vous pouvez peut-être me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui, c'est quoi, qu'est-ce que ça va changer à ma vie si je respire par le nez? Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on pourrait introduire, c'est que finalement, un des enjeux de la respiration nasale, c'est de reconfigurer votre physiologie, et notamment par l'intermédiaire de vos sécrétions hormonales. Il y a beaucoup d'hormones qui sont en jeu en fait, au quotidien, sans qu'on se rende compte, et toutes ces hormones-là, elles vont induire un état des lieux, elles vont induire une chimie dans le corps qui va informer votre cerveau. Et en fait, votre cerveau, en fonction de tous les récepteurs qu'il a mis dans le corps, et en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, donc en fonction de votre chimie, il va avoir des réponses. Et ces réponses-là, elles vont passer notamment par le système nerveux, et elles vont orienter votre comportement dans la vie. Ça peut être un comportement moteur, ça peut être un comportement cognitif, ça peut être un comportement au niveau immunitaire, c'est-à-dire le cerveau va dire à certaines de vos cellules ou va dialoguer carrément avec votre ADN pour induire certaines réponses immunitaires, mais ça peut être aussi un comportement simplement social, un comportement émotionnel. Face à tel ressenti, face à telle émotion qui provoque telle chimie dans mon corps, je vais peut-être utiliser mes instincts de survie, à savoir je vais réagir, je vais plutôt me figer, je vais plutôt me battre pour imposer mon point de vue, etc. etc. Et donc le cerveau, il a plein de réactions par rapport à votre chimie. Et finalement, votre chimie, votre physiologie, elle va être très dépendante donc de vos sécrétions hormonales, et vos sécrétions hormonales, elles vont être très dépendantes de votre schéma respiratoire, de la manière dont vous respirez. Parce que quand j'inspire, j'active mon système nerveux sympathique, j'accélère mon rythme cardiaque. Mon système nerveux sympathique, celui qui est plutôt ici, c'est ce qu'on peut appeler aussi le système de survie. Donc c'est celui aussi qui chauffe le corps. Quand j'expire, je vais activer le système parasympathique qui est plutôt dans le bas des poumons et vers le ventre. Et à ce moment-là, je vais ralentir le rythme cardiaque, je vais rafraîchir le corps. Et tout va se détendre en moi. Donc l'inspiration, l'expiration, en fait déjà de base, c'est ça qui active le comportement du corps, à tous les niveaux. Ça c'est la base.
Donc maintenant, je voudrais partir du point de vue simplement de la santé. Comment la respiration nasale, finalement, ça va m'aider au niveau de ma santé au quotidien. Alors le premier plan sur lequel on va jouer, ça va être au niveau immunitaire. Qu'est-ce qui est à la base de l'immunité? C'est notamment la capacité de votre corps à être relâché. C'est-à-dire que tout au long de la journée, votre cœur il reçoit plus de signaux qui amènent à ralentir le rythme cardiaque. Ça, c'est la base. Tout au long de la journée, vous avez beaucoup plus d'enjeux finalement à expirer, à être dans le silence, à ne pas manger à outrance, etc. Salut Axel. Et donc l'enjeu, c'est vraiment d'être relâché. D'un point de vue physiologique et d'un point de vue immunitaire, par rapport à la respiration nasale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement quand je respire par le nez, comparé à une respiration principalement buccale ou alors une respiration où on ne fait pas attention, on inspire par le nez, on expire par la bouche, mais sachez que vous respirez beaucoup par la bouche, vraiment le point central important d'un point de vue immunitaire et par rapport à la respiration nasale, c'est la capacité à produire suffisamment d'oxyde nitrique, qui est une molécule qui va venir détendre l'ensemble du corps et notamment tout le réseau vasculaire. Donc le réseau vasculaire, c'est quoi? C'est à peu près 150 000 km de vaisseaux sanguins. Donc je répète, 150 000 km de vaisseaux sanguins partout dans le corps. C'est énorme, 150 000 km. Donc imaginez une respiration qui permet de relâcher l'ensemble de ces vaisseaux. Et bien le sang, il circule mieux, il arrête de s'épaissir, il arrête d'être ralenti. Et les zones où l'énergie elle avait du mal à circuler, et bien là, le sang, il peut y aller. Et l'enjeu aussi, c'est que votre réseau vasculaire, cette molécule d'oxyde nitrique qui est produite grâce à la respiration nasale, elle va pouvoir être produite au niveau de vos sinus, paranasaux, mais elle va être aussi produite directement par les parois de vos vaisseaux sanguins. C'est ce qu'on appelle les cellules endothéliales et les cellules épithéliales. On va dire que c'est deux systèmes différents par lesquels cette molécule peut être produite et va dilater tout l'ensemble du corps. Donc, par rapport à la dilatation de vos vaisseaux sanguins, par rapport au système immunitaire, déjà prenons l'exemple de l'infarctus. Avoir un infarctus, c'est simplement votre cœur qui va recevoir moins de sang ou qui va recevoir moins d'oxygène. Mais globalement, s'il y a un infarctus, c'est qu'il y a un manque d'apport en oxygène. L'oxygène, il arrive dans le cœur par le sang. Donc soit le calibre de votre vaisseau, on va dire qu'il est normal, mais le sang il a du mal à circuler, du coup il y a moins d'apport sanguin, moins d'apport en oxygène, soit, et c'est la majorité des cas, votre vaisseau sanguin il est beaucoup plus rigide, et du coup il y a moins de sang qui passe, et donc on va dire encore moins d'oxygène. Et plus votre paroi sanguine se rigidifie, plus on peut voir des anévrismes qui se produisent, donc des espèces de petites bosses à l'intérieur ou à l'extérieur du vaisseau. Et puis aussi, on peut observer que vos globules rouges déraillent carrément. C'est-à-dire qu'ils prennent une autre forme, ils ne sont plus capables d'accueillir autant d'hémoglobine à l'intérieur pour récupérer de l'oxygène, etc., etc. Ce qui fait qu'au final, on a des vaisseaux sanguins qui se durcissent et qui réduisent en calibre. Et ça provoque plein de dysfonctions au niveau des globules rouges et au niveau du flux sanguin. Et en fait, à partir de là, à partir d'une zone du corps, j'ai pris l'exemple du cœur, mais ça peut être l'exemple d'un cancer d'une certaine zone, je ne sais pas, prenons par exemple un cancer de la prostate, enfin de n'importe quelle zone, en fait, on observe qu'il y a un manque d'apport en oxygène dans cette zone. Parce que le premier objectif de l'oxygène, c'est de réparer et c'est de nourrir. Donc du coup, quand on a une zone où il y a un manque d'apport en oxygène, ça veut dire qu'il y a un manque d'apport en sang et il y a un manque d'apport en énergie. Pourquoi? Parce que très souvent, les calibres ils sont trop serrés ou suite à un stress, l'esprit a décidé de fermer cette zone parce que chaque zone a une symbolique bien particulière. Donc au niveau immunitaire, déjà de respirer par le nez et de produire cet oxyde nitrique comme il faut, ça va jouer là-dessus. Et la deuxième chose qui va dilater vos vaisseaux sanguins, ça va être le rééquilibrage de votre niveau de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, on
on a tendance à le diaboliser, mais heureusement, ça nous sauve la vie tous les jours. Pourquoi? Parce que l'effet Bohr, vous pouvez regarder ça, l'effet Bohr qui vient du grand père de la physiologie, Christian Bohr, un des pères, d'ailleurs le grand-père de Niels Bohr, qui a fait qui a eu le prix Nobel aussi en physique quantique. Et bien Christian Bohr, en 1902, il prouve la relation entre l'hémoglobine, l'oxygène, le dioxyde de carbone et l'hydrogène. Simplement, plus le niveau de CO2 augmente dans le sang, plus l'oxygène rentre dans les cellules. Et aujourd'hui, on le sait, le dénominateur commun dans toutes les maladies, c'est ce qu'on appelle une normocapnie, donc une concentration en dioxyde de carbone dans le sang qui est trop faible. Le problème, c'est que quand ma concentration en dioxyde de carbone est trop faible à cause d'une hyperventilation qui a été mise en place et d'une respiration qui est accélérée, principalement buccale, non consciente, voilà, et bien, quand votre niveau de dioxyde de carbone est trop bas, ça veut dire que vous assimilez de manière dysfonctionnelle l'oxygène. Vous l'assimilez pas assez. Pourquoi un adulte va dire qu'il manque d'air, ou pourquoi on fait de l'asthme, pourquoi notre corps s'acidifie, alors que notre sang est saturé entre 95 et 99% d'oxygène. Ça veut dire quoi quand je dis ça? Ça veut dire que dans votre sang, il y a plein de globules rouges qui ont attaché de l'oxygène à l'intérieur, et notre sang, à 99%, il a plein de globules rouges avec plein d'oxygène. Un adulte moyen, il en utilise 10 à 15%. Donc 10 à 15%, ça veut dire qu'on a plein d'oxygène à disposition. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de matière première. Ça veut dire que c'est un problème d'utiliser la matière première. Qu'est-ce qui me permet d'utiliser l'oxygène qui est déjà dans mon sang? C'est un bon niveau de CO2. Un bon niveau de CO2 dans le corps, c'est une expiration qui est allongée. C'est une respiration nasale uniquement. C'est la majorité de vos efforts, que ce soit au quotidien quand vous sortez du repos ou quand vous faites du sport, ça doit être principalement en respiration nasale. Et ça, même jusqu'à un effort soutenu. Je ne vous parle pas de quand vous faites un sprint ou des choses comme ça. Je vous parle de la majorité de vos efforts. Quand vous faites un footing, même rapide, vous devez être capable de respirer par le nez. Et c'est ça, moi, que je vous apprends, justement, dans mes programmes. J'ai un programme vraiment qui est centré en 2 mois, par exemple, pour relancer sa respiration simplement. J'ai un programme où on va un peu plus loin sur 3 mois, où là, on relance la respiration, mais pas que, on la fortifie et on travaille en même temps en communication non violente. J'ai un programme spécial pour les sportifs qui s'appelle Respire Sport Elite. Là, on va vraiment interroger tous les paramètres de la performance physique et mentale. Il y a quand même plusieurs programmes, que ce soit avec moi ou avec d'autres en tout cas, pour travailler sa respiration. Mais donc, je vous parlais de la santé. Le premier enjeu, c'est de reconfigurer votre réseau nerveux et vasculaire, qui est la base de l'immunité. Ensuite, le deuxième plan au niveau de la santé, c'est au niveau anti-inflammatoire. Forcément, quand vous respirez mieux, vous diminuez l'acidité du corps, vous diminuez l'inflammation de manière générale et vous produisez des sécrétions hormonales qui vous permettent de retrouver un équilibre hormonal. Et quand vous avez un équilibre hormonal, l'inflammation est beaucoup mieux gérée dans votre corps. Par exemple, quand vous restez en respiration nasale, vous allez beaucoup plus stimuler le réseau vagal. Le réseau vagal, c'est le seul réseau nerveux qui parcourt tout votre corps, qui a le plus grand territoire nerveux dans le corps et qui produit des molécules anti-inflammatoires quand il est stimulé. Après, vous avez des respirations augmentées, c'est-à-dire des respirations par exemple de type Wim Hof, où on va hyperventiler, on va faire des apnées plus ou moins longues. Et là, on va avoir un effet de boost en oxygène. Et quand on prend une grande quantité d'oxygène, et ben là, on a un effet très très anti-inflammatoire. Donc pour tout ce qui est maladie chronique inflammatoire, c'est extrêmement important. Ensuite, je voulais parler du sommeil par rapport à la santé. De la même manière, si à cause de ma respiration, ça crée une acidité ambiante dans le corps, qui est la base des maladies à répétition ou des pathologies chroniques, ça va tirer sur les reins. Pourquoi il y a autant de dialysés, de personnes qui sont sous dialyse dans le monde? Vous pouvez regarder les chiffres sur Google. Par exemple, vous tapez maladie du rein, dialyse, nombre de personnes, rien qu'en France par exemple, ça fait peur.
Clairement, on n'a pas envie de finir comme ça. Donc pourquoi les reins, ils en viennent à subir les conséquences de ma vie? C'est parce que ma respiration ne me permet pas de supporter les exigences de ma vie. Voilà. Et en fait, c'est les reins qui en pâtissent parce que c'est eux, ils doivent gérer le yo-yo de votre pH qui est mis en place justement par votre cerveau à cause de la peur. Et c'est-à-dire qu'au niveau de votre cerveau, vous avez un endroit où vous avez tous vos instincts de survie qui sont gérés au même endroit que votre fonction respiratoire. Et quand votre cerveau reçoit trop de signaux de danger, quand il prend les informations dans votre chimie intérieure, et bien lui, il va réduire justement, il va augmenter la sensibilité de ses récepteurs sanguins pour être prévenu plus tôt du danger. Et plus votre stress monte, plus vite votre cerveau reçoit un état d'alerte et va justement activer une réaction spontanée qui va être liée à votre instinct de survie. Ça va faire réchauffer le corps, ça va chauffer le corps, ça va tirer dans le cou et ça va perturber vos hormones. Et le problème, c'est que derrière, à chaque fois pour revenir dans un état de calme et de revenir à l'équilibre, ce sont vos reins qui doivent relâcher ou retenir des bicarbonates. Mais au bout d'un moment, vos reins, quand ils sont trop stimulés, ils fatiguent comme tout le monde. Et donc vous allez avoir des problèmes d'urine, vous allez avoir des pyélonéphrites, vous allez avoir des inflammations, des douleurs dans le dos, vous allez avoir plein de choses comme ça. Et surtout, vous allez avoir des problèmes de sommeil, parce que quand vos reins commencent à fatiguer, la production des hormones de stress commence à être déstabilisée. Donc là, on parle de noradrénaline, qui est précurseur de l'adrénaline, et on parle aussi de cortisol. Cortisol, vous avez forcément entendu parler de cette hormone, et le problème du cortisol notamment, c'est qu'elle empêche quelque part la bonne activité de la mélatonine, l'hormone qui vous permet de passer au sommeil. Donc ça, c'est un souci, parce qu'en fait, toutes les personnes qui ont du mal à s'endormir, ou alors qui font des insomnies, des réveils nocturnes, jusqu'à des apnées du sommeil et tout ça, il y a un dérèglement hormonal. Et les reins, c'est important de leur redonner du pouvoir et de la liberté. Et ça, c'est très intéressant parce que la respiration va progressivement, et notamment la respiration nasale, va progressivement rééquilibrer tout ça, rééquilibrer les productions hormonales. Donc, au niveau du sommeil, pour les apnéistes, par exemple, du sommeil, là aussi, il y a tout un protocole qui a fait ses preuves avec des petites apnées progressives où on va vraiment reconfigurer le système nerveux. Parce que les apnées du sommeil, c'est avant tout simplement votre cerveau qui reçoit des informations de danger au niveau inconscient. Et nous, avec la respiration, vu que c'est le pont entre le conscient et l'inconscient, c'est géré au même endroit au niveau du cerveau, on a accès à tout ça. On a accès, juste en respirant, à une reconfiguration profonde de votre système nerveux et hormonal. Et ça m'amène au dernier point par rapport à la santé, c'est sur la neurologie. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait que le mécanisme d'apoptose cellulaire et le mécanisme d'apoptose mitochondriale, c'est-à-dire la capacité de vos mitochondries qui est la centrale énergétique de votre corps et la capacité de vos cellules à s'autodétruire quand il le faut, quand cette fonction-là elle est déréglée, ça peut emmener des surcharges métaboliques. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des cellules qui ne fonctionnent plus, normalement votre corps il les met à la poubelle ou il les recycle. Donc imaginez-vous, vous avez des déchets qui s'accumulent dans votre poubelle. Si vous ne sortez pas la poubelle, vous allez faire un deuxième sac poubelle à côté, puis un troisième sac poubelle, puis au bout d'un moment ça va sentir mauvais chez vous, ça va créer des parasites, ça va créer des maladies, ça va créer aussi un encombrement, etc., etc. Si vous ne sortez pas les poubelles, personne ne va le faire. Et votre corps c'est un peu pareil. Quand il est saturé, il est tellement fatigué qu'il n'arrive même pas à prendre les poubelles et à les sortir dehors. Donc quand ça ne marche plus, quand ce mécanisme d'autodestruction de vos cellules et de vos mitochondries ne marche plus, on observe justement l'apparition de maladies auto-immunes. C'est-à-dire que la fatigue est tellement intense, le corps est tellement surchargé qu'il n'a même plus la force de gérer tout ce qu'il y a à gérer. Et dans l'inverse, quand ce phénomène, parce que c'est possible, d'apoptose, il marche en excès, comme si par exemple, en gros, votre cerveau, il avait intégré des informations du type c'est tellement, ma vie, elle est tellement dangereuse qu'il faut que je sois hyper vigilant, il faut faire très très attention à ce que la poubelle ne se remplisse pas. Et là, on va avoir donc mes cellules qui vont s'autodétruire beaucoup plus rapidement
qu'elle ne devrait. Et là, on va avoir justement tout ce qui est maladie de neurodégénérescence. Forcément, la neurodégénérescence, c'est votre corps qui se brûle lui-même. Donc c'est comme si vos cellules, elles s'empêchaient de vivre. Donc forcément, il y a des croyances et il y a des liens avec votre spiritualité sur des croyances de ce type-là. Mais en tout cas, au niveau neurologique, que ce soit sur la neurodégénérescence ou alors que ce soit sur une perte de fonction cognitive, c'est éminemment connecté à la fonction cellulaire et à la fonction respiratoire, parce que bien sûr, si vos cellules n'arrivent pas à s'autodétruire par exemple, c'est bien parce que elles manquent d'oxygène. Voilà, c'est que tout le corps rentre dans une espèce de dysfonction simplement parce que le métabolisme cellulaire est en dysfonction. Le métabolisme cellulaire, c'est quoi? C'est de l'oxygène qui rentre dans la cellule pour se combiner au glucose, en gros, et créer de l'énergie, créer on va dire une stimulation du métabolisme aérobie, ce qui me permet d'être endurant, d'avoir de l'oxygène, qui permet à toutes mes cellules de se réparer et d'activer toutes les fonctions immunitaires nécessaires. Quand il n'y a plus assez d'oxygène, votre corps il passe en anaérobie, c'est-à-dire il fonctionne sans oxygène, ça produit beaucoup d'acide et ça demande beaucoup d'efforts. Et votre corps, il est capable de faire ça, mais pour un effort de survie. Et par contre, si vous avez un petit conflit en famille, un petit conflit au travail, si vous forcez un petit peu trop dans le sport ou que vous n'en faites pas du tout, si vous passez trop de temps assis et que vous faites trop d'écran, bah voilà, vous pouvez être sûr que c'est un cocktail perdant pour le coup pour votre vie. Et tout ça, ça empêche votre cellule de revenir dans un métabolisme aérobie, endurant, calme, serein, etc. Donc voilà un petit peu au niveau de la santé, que ce soit au niveau immunitaire, au niveau anti-inflammatoire, au niveau du sommeil, au niveau neurologique, tout ça, la respiration nasale, ça régule tout ça. Et c'est assez fabuleux d'ailleurs à la vitesse à laquelle ça se fait. Il y a tellement d'études scientifiques aujourd'hui qui le prouvent, dans différents secteurs d'ailleurs de pathologie ou sportifs, que c'est assez impressionnant. Alors maintenant, je voulais vous parler sur un deuxième plan, au niveau de l'effort et du sport. Alors, il y a tout ce dont je viens de parler, bien sûr, qui va impacter votre capacité à faire de l'effort, parce que si votre corps il fonctionne bien, déjà en termes de performance physiologique, de bien-être mental, de bien-être émotionnel, si vous n'avez pas d'inflammation à outrance et que vous dormez correctement, bon, déjà, ça vous donne une capacité à faire un effort, à faire du sport qui est bien au-dessus de la moyenne, malheureusement. Mais après, particulièrement par rapport au sport, quand vous restez en respiration nasale, une fois que vous avez intégré ce mécanisme-là, comparé à une respiration bêtement buccale ou en nez-bouche, votre vie, elle change, même au niveau sportif, parce que vous maintenez votre métabolisme aérobie beaucoup plus longtemps. Donc vos cellules, elles sont capables de produire un effort de manière beaucoup plus endurante, même en termes d'endurance de puissance. Même si vous croyez que vous faites par exemple un sport qui est plutôt explosif, parlons, je sais pas moi, de handball, parlons de sport vraiment explosif, vous avez quand même besoin d'une caisse, vous avez quand même besoin d'un certain volume. Quand on parle de volume, c'est pour ça qu'en PPG, vous allez faire vos footings, vous allez travailler un peu le cardio, parce que une puissance qui est optimale prend appui sur un volume aérobie de base. Donc déjà, c'est la base de tout, c'est la base du mouvement humain. Donc soutenir ce volume aérobie, ça passe par la respiration nasale. Vous devez être capable d'enchaîner 10 pompes, 10 squats, courir 400 mètres en footing, faire 2 tractions et faire 2-3 sprints en respiration nasale sans avoir besoin d'ouvrir la bouche. Ça, normalement, ça devrait être facile pour tous les sportifs qui se considèrent comme des sportifs aguerris. Pour tous les autres, c'est à apprendre. Ensuite, forcément, si on maintient un métabolisme aérobie plus longtemps, on va repousser ce qu'on appelle le seuil anaérobie, le moment où l'acide lactique apparaît. Donc, le moment en gros où les muscles brûlent. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, tout à gagner, parce que ça se fait par la même respiration. Ensuite, vous allez gagner en souplesse. Vous allez gagner vraiment en souplesse au niveau de vos tendons, de vos ligaments, de vos muscles et de votre esprit, bien sûr, parce que ça vous ouvre aussi d'autres portes. Quand vous intégrez la respiration, c'est complètement différent. L'effort est complètement différent. Vous avez aussi beaucoup plus conscience de vos limites. Et enfin, les hormones, parce que ce qui permet de tenir un effort, de tenir un projet sportif dans la durée,
C'est votre capacité à rester motivé pour votre projet. C'est votre capacité à vous fixer un objectif à la hauteur de votre potentiel. C'est une capacité à vous fixer un objectif à la hauteur de ce que vous avez envie, sans être dans des dynamiques de domination, de vouloir montrer que vous êtes le plus fort ou la plus forte, que vous devez prouver quelque chose, sans croire que c'est absolument obligatoire de faire au moins tel ou tel résultat pour pouvoir prétendre à ci ou à ça. Et tout ça, ça va jouer aussi sur vos hormones, notamment sur le complexe dopamine-sérotonine. Donc de rééquilibrer la dopamine pour rééquilibrer la sérotonine. Derrière, ça va permettre aussi que notamment votre ocytocine puisse être régulée, c'est-à-dire votre rapport aux autres et le rapport que vous vous donnez par rapport à la société. La question de la motivation, c'est principalement ça. Et enfin, je finirai là-dessus, c'est au niveau social en fait. Pourquoi respirer par le nez va améliorer mes relations? Ma relation avec moi-même, là on vient un peu d'en parler, mais aussi surtout ma relation aux autres. Déjà simplement, comme je vous l'ai dit, quand vous respirez trop par la bouche, vous activez trop votre système de survie. Donc vous pouvez être sûr que quand il y a une émotion un peu qui vous touche ou quelqu'un vous dit quelque chose qui vous déplaît, vous allez avoir un réflexe d'être en réaction. Alors que quand vous installez une respiration nasale dans la vie au quotidien, quand ça arrive, vous êtes moins sensible au stress, vous êtes moins sensible à réagir. Et ensuite, il y a des techniques vraiment à intégrer, par exemple, quand vous allez parler avec quelqu'un de quelque chose, où vous savez très bien que c'est un petit peu difficile, et ben vous allez vous entraîner à, pendant que vous parlez ou pendant que vous écoutez l'autre parler, à inspirer calmement par le nez et souffler par la bouche. Voilà. Ça, vous pouvez le faire sans qu'on vous voit d'ailleurs, mais au moins vous activez tout le réseau hormonal qui va vous permettre d'être serein, d'être calme, de sortir de toutes ces logiques où vous avez besoin de vous justifier, etc. Et l'enjeu, ça va être d'abaisser le système de vigilance et d'être dans une conscience de la relation humaine. Et je finirai là-dessus. La respiration, c'est une porte vers la conscience de la relation humaine, c'est-à-dire la conscience simplement de l'amour dans la relation. C'est-à-dire l'amour dans la relation, qu'est-ce que c'est? C'est que moi, j'ai mes propres besoins, j'ai mes limites. L'autre a ses propres besoins, a ses limites. Et à partir de là, on se rejoint. On se rejoint dans un consentement. Dans un consentement. Et le consentement, c'est de vivre quelque chose d'agréable ensemble. Si c'est désagréable, ça ne sert à rien de vivre ça. Ou alors, je le vis, mais dans une forme de sagesse. Mais même quelque chose de désagréable, ça doit avoir un sens. Et si la situation se reproduit, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. La respiration, ça vous permet de comprendre ça. Ça vous permet de rentrer dans un autre niveau de conscience et d'avoir beaucoup plus conscience de vos propres limites, de vos propres besoins et d'abaisser votre niveau de réactivité émotionnelle. Voilà. Donc voilà pour ce premier live. N'hésitez pas à aller sur mon profil, à aller sur neorespi.fr. Vous retrouvez beaucoup de programmes. Vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous gratuit, d'un bilan respiratoire avec moi, simplement en cliquant donc sur le lien que je vais vous remettre en story, mais aussi que vous retrouvez dans mon lien là sur Insta. Et là, on fait un bilan pendant 20-30 minutes, on définit vos objectifs et je vous donne un programme qui est adapté justement pour vous. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao.